Manuel Bompard qui va nous rejoindre. La poignée de main républicaine entre les deux hommes. Bonsoir Manuel Bompard. Vous avez 38 ans. Vous êtes coordinateur de l'équipe opérationnelle de la France Insoumise, donc vous assurez d'une certaine manière la direction collégiale du mouvement. On sait que vous êtes un proche parmi les proches de Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes aussi député des Bouches-du-Rhône et membre de la commission des finances. Exactement. Vous êtes aussi un spécialiste des questions économiques et financières. Juste avant d'accueillir François Langlais, même chose, question d'actualité, Courbevoie, ce viol à caractère antisémite d'une fillette, indignation générale, manifestation, on l'a vu tout à l'heure. Et lorsque Jean-Luc Mélenchon a réagi très vite pour condamner, pour s'en indigner, il a été accusé de verser des larmes de crocodile par beaucoup de monde, y compris par certains des manifestants qu'on a vus à l'hôtel de ville. Tout à l'heure, Bruno Le Maire a esquissé un mea culpa sur ces questions régaliennes. Est-ce que vous pourriez esquisser un mea culpa sur le sentiment d'ambiguïté que vous avez donné depuis des mois et des mois sur cette question de l'antisémitisme, ou est-ce que vous pensez que le monde entier vous en veut et vous a fait ce reproche? Ni l'un ni l'autre, David Pujadas. D'abord, je vais dire, bien sûr que je suis, comme beaucoup de gens aujourd'hui, horrifié par ce viol, parce qu'il révèle une culture antisémite et d'une culture machiste qui considère en quelque sorte les femmes comme des objets. Et je crois précisément parce que je suis horrifié et indigné comme beaucoup de gens. Je rappelle qu'on parle du viol d'une jeune femme de 12 ans. Je pense que c'est pas un sujet sur lequel, vous savez, il faut chercher à faire de la politique politicienne. Non, mais le sujet de la lutte contre l'antisémitisme, lui, est un sujet profondément politique. Oui, bien sûr, mais qui, à mon avis, mérite davantage que d'essayer d'aller chercher des responsables dans la classe politique, alors que, vous le savez bien, personne ne peut être d'accord avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Et vous avez utilisé le terme d'ambiguïté, mais il n'y a jamais eu aucune ambiguïté dans notre dénonciation de l'antisémitisme, du racisme de manière générale. Et donc la question qui devrait nous être posée... Pardon, Manuel Bompard, vous ne reconnaîtriez à aucun moment qu'il y a pu avoir des phrases ambiguës, des sous-entendus qui viseraient à légitimer, Monsieur Pujadas, franchement, qui viseraient à légitimer ce qui s'est passé aujourd'hui? Non, je le reconnaîtrai jamais, bien évidemment. Et ben, vous voyez bien que vous faites un parallèle entre des choses sur lesquelles il n'est pas raisonnable de faire un parallèle. Donc maintenant, la question qui nous est posée, c'est comment on fait en sorte que ce type d'acte ne puisse pas se reproduire. C'est ça la question qui devrait tous nous intéresser. Et dans le programme... Manuel Bompard, vous avez tout fait tout juste sur ce sujet. Vous n'avez jamais... personne dans la vie, Monsieur Pujadas, se fait tout bien et tout juste. Ça serait beaucoup d'arrogance de dire ça. Mais essayez de faire croire, comme l'a fait Bruno Le Maire à l'instant, et comme l'ont fait certains responsables politiques dans la journée, qu'il y aurait un lien en quelque sorte entre le drame qui s'est déroulé et les prises de position politiques de la France Insoumise, ça me paraît particulièrement infamant et mal à propos. Et moi, j'ai pas envie de rentrer sur ce sujet dans une forme de polémique politicienne. Oui, mais la question qui nous est posée, attendez, laissez-moi vous faites comme si les critiques étaient illégitimes. Elles le sont. Sur ce Quand sujet, Jean-Luc Mélenchon, parlant de Jérôme Gage, avec qui il est indifférent politique sur la question de Gaza et de ce qui se passe à Gaza, vraiment essayé, Monsieur Pujadas, il est retenu par la laisse responsable de ses du viol d'une adhésions. jeune femme de 12 ans. C'est vraiment ce que vous êtes en train d'essayer de faire. Vous comprenez le caractère infamant de la question que vous me posez? C'est trop facile. Non, c'est vous, ce que vous faites. Parce que c'est la 50e fois, vous le savez bien, que ces questions vous sont adressées et que ces questionnements sont faits. Mais c'est pas. Je vous cite la phrase de Jean-Luc Mélenchon qui n'a rien à voir avec la fillette. La laisse de ses adhésions en parlant à Jérôme Gage, c'est-à-dire un élu de confession juive. Mais ça n'a rien à voir. Il parlait de sa participation au Parti Socialiste. Enfin, franchement, ne venez pas, s'il vous plaît, faire des parallèles entre de la polémique politique qui existe parfois dans une campagne électorale et ce qui s'est passé aujourd'hui. J'avais eu une phrase ambiguë dans votre camp. Laissez-moi juste peut-être vous dire, il me semble que c'est ça qui serait important dans notre discussion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire en sorte que ce qui s'est passé aujourd'hui ne se reproduise pas? Et dans le programme du nouveau Front Populaire, dont je suis aujourd'hui en quelque sorte l'un des représentants, pas le seul, c'est une coalition avec plusieurs formations politique, nous avons par exemple inscrit la nécessité d'un grand plan pluriannuel qui implique l'ensemble des ministères pour lutter contre l'antisémitisme, pour lutter contre le racisme, pour lutter contre l'islamophobie, pour faire en sorte que demain, dans notre pays, on ne puisse pas être pointé du doigt, discriminé en fonction de sa confession religieuse. Et vous voyez même cette manière de aussitôt
l'inclure dans un ensemble de sujets dont chacun Mais est parce que très vous important. pensez qu'il y a des discriminations pas importantes, Monsieur Pujadas. Je Mais ne on suis pas parle en pas de train de dire que discrimination. l'une est moins importante que l'autre. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous Est-ce dire. que c'est le sujet des discriminations, l'antisémitisme? Non, là, c'est un sujet de manifestement d'un acte qui est un viol et qui s'accompagne d'un motif antisémite. Donc, On n'est pas sur une discrimination, vous en conviendrez. d'une discrimination. Bah, Quand c'est un viol, on parle d'un considère viol. bien, enfin, pardon, si c'est antisémite, c'est qu'on considère que la victime est une victime en particulier en raison de sa confession religieuse. Vous en êtes d'accord? Oui, vous voyez bien Donc, que le il faut mot bien lutter contre discrimination, ça. ce qui peut avoir de... Non, un peu je ne le vois pas, hormis quand on cherche à créer des polémiques là où il n'y en a aucun dans mon propos. Non, Bon. je ne crois pas avoir euphémisé l'horreur des actes qui ont été, de cet acte qui a été commis. Je crois que je l'ai dénoncé avec la plus grande fermeté et que j'ai essayé de vous dire qu'est-ce que nous pourrions faire en tant que responsables politiques pour essayer de faire en sorte que ce type d'acte horrible, malheureusement, ne puisse pas se reproduire. Voilà. Bien. Chapitre économique, François Langlais nous rejoint. Rebonsoir François. Vous avez 15 minutes face à Manuel Bompard. Alors pour financer votre programme, vous prévoyez toute une série d'impôts supplémentaires dès cet été. C'est d'ailleurs une loi qui s'appelle la loi du 4 août. C'est une référence au 4 août 1789. J'imagine l'abolition des privilèges. Vous voulez pas aller jusqu'à la terreur de 1793 ? Oh là, vous commencez fort, monsieur Langlais. D'abord, je veux dire, contrairement à ce que j'ai entendu sur des plateaux de télévision depuis maintenant plusieurs jours, que pour financer le programme que nous voulons mettre en place, nous ne proposons pas d'augmenter les impôts. Parce que je sais bien comment... Attendez, laissez-moi terminer, parce que si vous m'avez posé une question, j'imagine que c'est que parce que vous souhaitez que je puisse y répondre. Je précise ma question, c'était juste une entrée en matière, question. pardonnez-moi. Impôt sur le revenu, triplement de l'ISF, CSG progressive, impôt sur les successions. Éric Coquerel, qui est membre de votre parti, président de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, des finances, parle de plusieurs dizaines de milliards. Les experts évaluent à 50 milliards. C'est un chiffre que vous confirmez, 50 milliards d'impôts supplémentaires dès cet été? Je vous réponds en toute transparence, monsieur Langlais. Nous sommes en train de boucler le chiffrage du programme. Il sera présenté dans les tout prochains jours, sans doute ce vendredi. Donc vous verrez le détail précis. Mais ce que je voulais préciser dans votre question, c'est que je sais comment dans le débat public, on essaye en quelque sorte de faire croire que ces hausses d'impôts, elles frapperaient l'ensemble de la population en quelque sorte de manière indistincte. Or, précisément, la logique économique qui sous-tend à ce programme, c'est de considérer qu'il y a une catégorie, une partie de la population aujourd'hui qui bénéficie de ressources, de revenus, de patrimoine qui sont des patrimoines extraordinairement importants et qui ont évolué de manière extraordinairement importante ces dernières années et que c'est sur eux qu'il faut concentrer l'effort fiscal. Quand on parle de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, je pense que les gens qui nous écoutent, il y en a peu qui vont payer demain, s'il y a un gouvernement du nouveau Front populaire à Matignon, il y en a peu qui vont payer plus d'impôts. Quand je vous parle d'une réforme de l'impôt sur le revenu, monsieur Langlais, c'est une réforme qui comprend 14 tranches, c'est pour faire en sorte que l'impôt soit davantage progressif. Et les simulations que nous avons faites, c'est que cette réforme conduirait à ce que 92% des Français paieraient moins ou autant d'impôts qu'aujourd'hui. Tous ceux qui gagnent moins de 4 000 euros. 8%. C'est à peu près 4 000 euros pour une personne célibataire seule. Il y a quelque chose qui m'étonne quand même. Ne dites pas que vous ne frapperez que les riches, parce que vous allez par exemple soumettre aux charges sociales les heures supplémentaires, l'épargne salariale, la participation. C'est écrit noir sur blanc sur votre programme. Pardonnez-moi, mais la plupart des gens qui bénéficient de ces dispositifs ne gagnent pas 4 000 euros. Ils vont payer plus. Vous parlez aussi d'augmenter les cotisations vieillesse chaque année pendant 5 ans. Pareil, ça concerne tous les Français. Vous voulez aussi supprimer des niches fiscales polluantes. Honorable objectif. Enfin, il y a celle qui profite aux agriculteurs, c'est le gazole non routier. Les agriculteurs qui gagnent 4 000 euros, il n'y en a pas beaucoup. Pardonnez-moi, mais Front populaire, voilà. C'est la France entière qui va payer plus d'impôts. Précisément, j'étais en train de vous faire la démonstration inverse et je vais vous répondre aux objections que vous venez de m'apporter à cet instant. Tous les points que j'ai cités sont dans votre programme. J'entends bien, François Langlais, mais on est d'accord. Vous admettez l'idée que quand vous prenez un programme, vous le prenez dans sa globalité. Vous ne prenez pas les mesures les unes par rapport aux autres. Je donne juste un exemple par rapport à votre objection quand vous dites on frappe que les plus riches. Moi, je réponds. Non. Moi, je suis en train de répondre précisément à votre objection. Par exemple, quand vous me dites vous allez réduire les exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires, c'est vrai. Les supprimer. Oui, c'est vrai. Oui. Mais dans le même temps, dans le programme, nous allons faire en sorte d'augmenter les salaires.
en augmentant le SMIC, en indexant les salaires sur l'inflation. Et donc des Français qui aujourd'hui sont obligés de faire des heures supplémentaires parce que leur salaire ne leur permettent tout simplement pas de vivre décemment au vu du coût de la vie, n'en auront plus besoin. Vous voyez, il faut prendre le programme dans sa globalité, Enfin, écoutez, pas isoler les mesures les unes par rapport aux autres. Quand même, je vous dis que l'essentiel de la charge économique de ce programme, elle reposera sur la petite minorité qui, ces dernières années, excusez-moi de vous le dire, s'en est mis plein les poches. Et ça, je pense que les chiffres le démontrent. Record de versement des dividendes l'année dernière, autour de 100 milliards d'euros. On n'est pas tout à fait sur le même sujet, là, Augmentation oui. extraordinaire Là, pour le coup, des ça concerne fortunes des aussi milliardaires. Une Pardon ? minorité, vous le disiez, parmi nos téléspectateurs, gens qui perçoivent des dividendes, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Et donc, j'étais précisément en train de vous dire que c'est sur eux que l'essentiel de la charge, effectivement, devra peser, pas pour les sanctionner, mais tout simplement parce que quand on a davantage de ressources que d'autres, il est normal qu'on participe davantage que d'autres à la solidarité nationale. Vous n'avez pas peur de tuer la bête? Parce que la dernière fois qu'on a mis 30 milliards d'impôts sur la France un été, c'était en 2012, après l'élection de François Hollande. Résultat, croissance zéro pendant 3 ans. Ou pas zéro, mais très faible en tout cas. Vous avez l'impression que la politique économique qui a été mise en place... C'est pas mon sujet. Moi, c'est mon sujet. On parle des années qui viennent, oui. pas de celles qui sont derrière nous. Oui, on peut quand même regarder ce qui a été fait dans les années précédentes et essayer d'en tirer un bilan. Moi, je pense aujourd'hui, effectivement, d'abord qu'on est confronté à une difficulté sociale qui est majeure. On a subi une crise inflationniste qui est extrêmement importante et ça a des conséquences dans la vie quotidienne de millions de gens dans ce pays. Il y a à peu près 40% des gens qui ont renoncé à un achat parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers pour pouvoir le faire. Et donc, j'assume de dire qu'en arrivant au pouvoir dans quelques semaines, la première chose à faire, c'est de redonner de l'oxygène en matière de pouvoir d'achat. Voilà. Et ça, je pense que beaucoup de gens considèrent aujourd'hui que la politique économique qui a été mise en place, elle ne leur permet tout simplement pas de vivre face à des difficultés sociales qui sont extrêmement importantes. Monsieur Bompard, vous m'accorderez que pour redistribuer, oui, il faut d'abord produire. C'est-à-dire augmenter le pouvoir d'achat, on est tous d'accord, à la fois par l'emploi, par les salaires, bien sûr. Mais il faut produire, il faut faire des choses. Moi, monsieur... Vous vous attachez simplement à taxer et à redistribuer. On connaît la méthode et ses résultats, pardonnez-moi. À chaque fois qu'on a fait ça, monsieur Bompard, je précise ma question encore une fois. Précisez-la. C'est pas tout à fait une question, c'est un point de vue, mais allez-y. Oui, enfin, qui suscite le débat. Quel que soit le pays qu'on regarde, quelle que soit l'époque qu'on considère, les expériences comme celles que vous vous apprêtez à mettre en œuvre, si on vous fait confiance, se traduisent toujours par les mêmes phénomènes. Les plus riches, ceux qui peuvent bouger, ils s'en vont. Et ceux qui ne peuvent pas, l'essentiel des gens, les classes moyennes, ils se réfugient dans le travail au noir. Ça veut dire qu'une France sans entrepreneurs, sans chanteurs, sans acteurs, et une classe moyenne... Vous ne pouvez pas dire ça. Excusez-moi de vous le dire, mais vous ne pouvez pas dire ça. Quand on a décidé, après l'arrivée au pouvoir de François Hollande, c'était en 2012 par exemple, d'introduire une taxation... Attendez, des centaines de départs. Laissez-moi terminer juste une phrase, si vous voulez bien. Quand on a décidé par exemple d'introduire ou d'augmenter la taxation des dividendes, ça s'est traduit avec un impact qui était un impact positif sur l'économie, monsieur Langlais. Je suis désolé de vous le dire. Si la croissance zéro, c'est positif, ce que vous ne comprenez pas, pourquoi pas. Ce que vous ne comprenez pas, de mon point de vue, ou en tout cas la logique économique que vous défendez ne me paraît pas raisonnable, parce que vous n'acceptez pas l'idée que ce qui tire aujourd'hui l'économie du pays, ou ce qui devrait tirer l'économie du pays, c'est la consommation populaire. Et que si vous voulez tirer 50% du PIB de la France dépend de la consommation populaire. Vous le savez comme moi. Or, aujourd'hui, ce qui handicape la consommation populaire, c'est tout simplement le fait que les Français n'ont plus suffisamment d'argent pour pouvoir consommer, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se soigner, pour aller profiter de quelques loisirs. Une question de méthode. Et donc, je dis que le programme économique que nous défendons, c'est, contrairement à ce que vous dites, le meilleur programme, par exemple, pour les petites et les moyennes entreprises. C'est le meilleur programme pour les artisans, parce qu'ils ont besoin de carnets de commandes pour que leur activité économique puisse fonctionner. Et que quand si vous leur dites, redistribuez, c'est le gouvernement qui va augmenter les salaires. Écoutez-moi 2 secondes. Quand vous redistribuez de l'argent qui aujourd'hui est positionné sur des comptes bancaires parce qu'il est attribué à des gens qui ont beaucoup de moyens et qui épargnent, quand vous le redistribuez vers ceux qui n'ont pas d'autre choix que de consommer parce qu'ils ont besoin de consommer, vous entretenez l'activité économique au lieu de la contracter. Et je dis que c'est les choix économiques de ce gouvernement depuis des années et des années qui nous ont mis dans cette situation difficile. On vous a entendu. Vous proposez aussi le blocage des prix. Vous voulez bloquer le prix des produits de première nécessité, l'alimentation ou les produits de santé.
si vous contraignez un producteur de médicaments ou de pâtes alimentaires à vendre moins cher qu'il ne souhaite, à vendre sans faire de marge, qui couvre ses frais... Oh là, il y a de la marge. Et, Monsieur Bompard, il va tout simplement s'arrêter de produire. Le blocage des prix, c'est la garantie de voir arriver les pénuries. Alors, on en a l'exemple patent avec les médicaments. Le prix est évidemment bloqué pour des raisons de sécurité sociale, le remboursement, etc. Résultat, pénurie d'amoxicilline parce que les industriels ne veulent plus servir la France. Franchement, Monsieur Langlais, alors si vous voulez, on prend 2 minutes la question des médicaments. Si aujourd'hui on n'est pas en capacité de garantir notre souveraineté sanitaire en France, c'est parce qu'on a laissé partir à l'autre bout du monde les usines de fabrication des médicaments, qu'on est dépendant, que 80% des principes actifs des médicaments. Je réponds à ce point-là, puisque vous venez d'évoquer cet argument-là des médicaments, et vous essayez de faire croire que c'est la question de la fixation du prix qui est responsable des pénuries de médicaments. Eh bien, je vous dis, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce qui est responsable aujourd'hui des pénuries de médicaments, c'est qu'on est dépendant de marchés internationaux, qu'on a exporté, qu'on a laissé délocaliser nos productions, nos capacités de production de médicaments, notamment en Asie, où se produisent aujourd'hui l'essentiel des principes actifs des médicaments, et c'est pour ça qu'on n'arrive plus à s'approvisionner sur le sujet. Je mets de côté la question des médicaments. Exemple, la Révolution, la période que vous aimez, on bloque le prix du pain. Mais franchement, les boulangers ne produisent vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à la Révolution. Est-ce que vous savez qu'il y a des mesures de blocage des prix qui s'appliquent aujourd'hui en France à l'île de la Réunion ? Il n'y a pas de pénurie. Et il y en a eu en France jusqu'en 1986. Est-ce que vous savez qu'on a mis en place, pendant la crise sanitaire, des mesures de blocage des prix sur le gel hydroalcoolique ? Il n'y a pas eu de pénurie. Donc ne dites pas ça. Pardon. Ce sont des mesures, les mesures de blocage des prix qui sont des mesures temporaires, exceptionnelles, mais elles le sont nécessairement, puisque le code du commerce, qui permet de le faire, ne le prévoit que dans un cadre temporaire. Et elle vise à redonner immédiatement de l'oxygène, c'est-à-dire de ramener les prix au niveau auquel ils étaient avant le choc inflationniste que nous avons connu depuis 2 ans. Mais si les entreprises elles-mêmes achètent les matières premières plus chères... Je vous dis qu'il n'y a pas une seule entreprise qui, pour une mesure temporaire qui va durer 3 mois, 4 mois, 6 mois... pas plus que ça. Forcément, c'est temporaire avant qu'il y ait des mesures structurelles qui puissent prendre le dessus. Il n'y a pas une seule entreprise, et vous le savez comme moi, qui va complètement réorganiser ses chaînes de production face à une mesure temporaire. Pour 3 mois, non, mais je ne vois pas non plus le bénéfice pour le consommateur, pardonnez-moi. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de consommateurs qui verront immédiatement l'impact sur leur porte-monnaie. Et au bout de 3 mois, on revient comme avant. Attendez, je ne suis pas en train de vous dire ça, je suis en train de vous dire que ce sont des mesures temporaires et qu'ensuite il y a des mesures structurelles qui prennent le dessus. Parce que c'est le deuxième non-dit de votre remarque, François Langlais. Vous faites croire en quelque sorte que bloquer les prix, c'est pousser les entreprises aujourd'hui à vendre à perte. Mais pardonnez-moi, vous faites abstraction d'une chose décisive, c'est que depuis 2 ans, les marges des entreprises de l'agroalimentaire ont augmenté de 70%, que les marges des entreprises... Si, 70%. Mais c'est vrai que certaines ont augmenté. Vous faites abstraction du fait que les marges des entreprises de l'énergie ont augmenté sans doute de 30% mais pour ça, monsieur Bompard, il y a un instrument classique, c'est l'impôt sur les bénéfices. Eh bien non, monsieur, parce qu'il y a des marges indues qui ont été réalisées. Et donc je vous dis qu'aujourd'hui, si vous bloquez les prix, c'est pas sur la capacité à ne pas vendre à perte que vous allez vous attaquer, c'est tout simplement que vous allez contracter les marges extraordinaires qui sont réalisées par ces entreprises depuis plusieurs mois et plusieurs années. Et ensuite, il faut des mesures structurelles. Les mesures structurelles, c'est des mesures d'encadrement des marges. Elles sont indispensables aujourd'hui. Comment vous pouvez expliquer aux gens une chose très simple, c'est que en 2 ans, les prix de l'alimentation ont augmenté à peu près 20%, un peu plus de 20%. Les prix payés aux agriculteurs ont baissé de 10%. Il y a un problème quelque part. Le problème, il est simple. Au milieu, vous avez les marges de l'industrie agroalimentaire qui ont augmenté de 70%. Vous pouvez considérer ça normal, si vous voulez, monsieur Langlais, mais pas moi. Et donc, on propose un certain nombre de mesures politiques pour essayer de résoudre ce problème. Dans cette interrogation, je pense que le traitement par l'impôt est le meilleur. Je passe à un autre sujet qui est intéressant. Vous voulez, parce que vous êtes très créatif en matière d'impôt, créer une taxe kilométrique sur les produits importés. Alors, on imagine que ça serait en fonction de la distance du pays d'origine, mais comment vous faites pour taxer ça, par exemple ? Il y a là-dedans des composants qui viennent de Corée, d'Allemagne, de Taïwan, du Japon. C'est fabriqué en Chine ou en Inde par une entreprise taïwanaise qui appartient à un groupe américain. Vous allez faire le barycentre géographique de tout ça ? Je ne vais pas faire le barycentre géographique, mais il y a bien un endroit où ce téléphone est assemblé, monsieur. Alors c'est l'assemblage. Donc tous les téléphones vont coûter plus cher avec vous, c'est ça ? Mais monsieur, attendez. Parce qu'ils sont tous faits en Chine. Attendez, que les choses soient claires. Une taxe kilométrique, c'est une mesure protectionniste
qui a un double enjeu, un enjeu en matière écologique et un enjeu en matière sociale. On a besoin... En matière sociale, vous renchérissez les prix, pardonnez-moi. Non, on va favoriser les productions. Alors peut-être pas sur les téléphones, parce qu'on a des capacités de production. Non, peut-être pas sur les téléphones, même si on en a. Sans doute pas suffisamment. Si, il y a des mobiles produits en France. Il n'y en a pas suffisamment, sans doute. Oui. Mais sur beaucoup d'autres produits, en tout cas, vous allez favoriser les productions qui sont les productions locales. Excusez-moi, je croyais qu'après la crise sanitaire, tous les responsables politiques disaient désormais le sujet, c'est la souveraineté industrielle de la France, c'est la souveraineté industrielle à l'échelle de l'Europe. Si à un moment vous voulez faire en sorte que effectivement on ne perde pas, on parlait des médicaments tout à l'heure, toutes nos capacités industrielles, toutes nos capacités de production, il va bien falloir protéger l'économie française ou l'économie européenne d'une concurrence qui est une concurrence déloyale. Hormis à m'expliquer qu'en quelque sorte on sera concurrentiel sur le marché mondial à partir du moment où on aura aligné nos standards sociaux sur les standards sociaux de Chine ou du Bangladesh, ou nos standards écologiques sur les standards écologiques de Chine ou du Bangladesh. Et je ne pense pas que c'est ce que vous proposez. Donc à partir de ce moment-là, il faut bien qu'il y ait des mesures de protection qui nous permettent de garantir des mesures et un modèle social qui est avantageux pour les travailleurs français, qui nous permettent de garantir qu'il y ait des réglementations écologiques qui sont avantageuses pour notre lutte contre l'environnement et qui en même temps nous permettent de ne pas être soumis à une concurrence totalement déloyale. Un gong chinois, justement. Il faut savoir où il est fabriqué. Merci, merci François. C'est au tour de Pierre Servant de venir vous interroger, Manuel Bompard, sur les questions internationales. Installez-vous Pierre, vous aussi. Vous avez 15 minutes face à Manuel Bompard et je crois que vous vouliez commencer sur la Russie. Bonjour. Manuel Bompard, bonsoir. Je voudrais m'excuser par avance parce que je pense que vous n'avez pas du tout apprécié mes questions parce que c'est bien d'en être conscient. Je vous ai observé depuis longtemps, j'ai re-regardé des interventions que vous avez faites, des déclarations. Il y a deux sujets qui vous font, rougir et on sent qu'il y a des poussées d'adrénaline. Non, mais il y a pas de, on peut tout à fait rougir sans être en colère, etc. Mais il y a deux sujets. La relation entre la France insoumise et, je dirais, le système poutinien, et par ailleurs le Hamas. Donc on va aborder les deux choses. Alors, pour préparer cette émission, je me suis plongé dans les déclarations, puisque derrière vous, il y a un candidat député Rassemblement National qui arrive, donc j'ai travaillé les deux par rapport à la Russie. Et pour tout vous dire, au bout d'un moment, il y avait tellement de désordre sur mon bureau que je ne savais plus à qui attribuer la déclaration sur la Russie, à un tel ou à un tel, tellement il y avait, à mon sens, une convergence de vision entre la droite extrême, du désordre, ça, la gauche extrême. Je reconnais, c'est un désordre de ma part, et comme je n'ai pas tout marqué, voilà. Je vous propose de regarder juste un exemple, mais parmi de très nombreux exemples, sur les déclarations faites par la France Insoumise et le Front National à l'époque, quand le président Hollande a décidé donc de suspendre la livraison de 2 bâtiments de guerre à la Russie. C'était les Mistral. Les Mistral, de type Mistral, c'était des bâtiments de projection et de commandement. Et donc, regardez la déclaration. On va la lire. L'officialisation hier de la non-livraison des navires Mistral à la Russie constitue une faute lourde de François Hollande qui porte gravement atteinte à la crédibilité même de la France. Alors regardons la déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes en 2015, après l'annexion de la Crimée et l'invasion de en décidant, je la lis, avant l'attaque de Vladimir Poutine sur l'Ukraine. Je la lis. En décidant de renoncer à la livraison des navires acquis par la Russie, François Hollande commet une trahison insupportable qui dévalorise totalement la parole donnée par notre pays. Alors, ce sont des déclarations d'août 2015 et l'attaque de l'Ukraine et du Donbass, c'est 2014. Donc on est... Le déclenchement de la guerre en Ukraine, c'est 2022. La seconde. Pour que les gens qui nous écoutent quand même aient quelques références historiques. Deuxième, si vous voulez... La guerre qui est en cours aujourd'hui. Tout à fait, mais il y a 2 attaques, il y en a une assez lourde. Allez-y, posez-moi votre question. La conquête de la Crimée. Donc, ma question est assez simple, puisque j'ai eu du mal en regardant ces déclarations et bien d'autres, à savoir, mais finalement, à qui appartient cette déclaration qui manifeste, à tout le moins vis-à-vis du régime poutinien, certaine tendresse, ou en tout cas un manque de condamnation par rapport à un régime despotique depuis longtemps, assassinat des opposants, mise en prison des opposants, donc un régime avec une dérive très forte. Ma question est très simple, est-ce que quelque part ça vous gêne de vous retrouver sur des positions finalement assez proches de l'extrême gauche
par rapport au système poutinien. Là, je pense que vous vouliez dire l'extrême droite. Mais je fais l'extrême droite, pardon. Vous aviez raison. Un peu de bordel bien, sur votre bureau. J'essaye de préciser aussi votre question. Ouais. Monsieur, vous auriez pu rajouter des images ou d'autres déclarations. Par exemple, vous auriez pu rajouter l'image de Emmanuel Macron qui accueille Vladimir Poutine à l'Élysée. C'était aussi après 2015, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait, mais juste sur ce point-là, il y a une différence, si vous voulez. La France reconnaît des États, pas les gouvernements. Et donc le président Macron en 2017, par exemple, il dénonce les ingérences russes avec Poutine à côté. Donc il y a une différence. Juste, il l'accueille à l'Élysée, il n'est pas obligé de le faire. Vous êtes d'accord? Mais d'État à État, ce n'est pas anormal, si vous voulez, que mais ça, c'est votre... deux pays membres permanents du Conseil de sécurité d'État à État sur ça. En revanche, ça c'est votre point de vue. Tout à fait. Je veux bien juste répondre à votre question si vous voulez bien. Après, mais ou alors c'est vous qui parlez. Vous me dites. Mais il récuse la comparaison. Oui, j'ai compris. Les deux partis politiques qui montrent vis-à-vis du régime poutinien une certaine tendresse. Là, ça pose un problème. Et juste ma question, je termine. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit de votre parti? Je dirais cette espèce de tendresse vis-à-vis Monsieur, il n'y a aucune tendresse vis-à-vis du système poutinien. Je vais vous dire, on sort d'une campagne des élections européennes. Il y a une seule formation politique qui a invité à l'un de ses meetings des opposants à Vladimir Poutine. C'est la France insoumise. Des gens qui, en Russie, ont dû partir parce qu'ils étaient menacés d'être mis en prison parce que ce sont des opposants à la guerre. Vous voyez? Donc, moi, mes amis en Russie, monsieur, pour que les choses soient claires, mes amis en Russie, ils ne sont pas du côté de Vladimir Poutine. Mes amis en Russie, ils sont poursuivis par Vladimir Poutine, ils sont menacés d'être mis en prison. Ce sont des gens qui se battent pour changer le modèle économique en Russie. Ce sont des gens qui se battent contre la guerre. Donc ça, c'est mes amis à moi. Donc vous êtes en train de me comparer, si vous voulez, avec une formation politique, le Rassemblement national, qui, eux, par contre, ont réussi, par exemple, à obtenir des prêts auprès de banques qui sont des banques proches du régime russe. Donc votre comparaison, excusez-moi de vous le dire, elle n'a aucun effet. Je vous donnais tout à l'heure, pour plaisanter un peu, je vous disais que vous auriez pu aussi mettre la photo d'Emmanuel Macron. Mais il y a beaucoup de responsables politiques qui, dans ces années-là, disaient attention. Il faut qu'on fasse attention de ne pas donner l'impression, en quelque sorte, de participer à une stratégie de l'escalade qui va se traduire par la guerre. Il y en a beaucoup qui disaient ça à ce moment-là. C'est un peu ce que vous dites. Et puis ensuite, il y a eu un moment dans l'aide à l'Ukraine. Attendez, laissez-moi terminer. Ensuite, il y a eu un moment de rupture. Il y a eu un moment de rupture parce que la Russie a posé un acte. Elle a dépassé, elle a franchi une frontière, elle a violé le droit international. Et le premier responsable politique, je me rappelle très bien, j'étais avec lui, nous étions, c'était pendant la campagne présidentielle de 2022, nous étions en train d'aller à La Réunion. C'était au beau milieu de la nuit. Le premier responsable politique qui a condamné l'agression de Vladimir Poutine en Ukraine, c'était Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez? Donc, nous n'avons eu aucune ambiguïté sur ce sujet. Nos amis en Russie, ce ne sont pas ceux qui sont avec M. Poutine. Nos amis en Russie, ils luttent contre M. Poutine. Voilà. Et notre position, elle est simple, elle est claire sur ce sujet. Ça ne sert à rien d'essayer de faire croire qu'en quelque sorte, nous aurions quelque forme de complicité que ce soit avec Vladimir Poutine. Je savais que c'était un sujet qui allait... je ne suis pas du tout énervé, je vous réponds très simplement. Non, mais c'est tout à fait légitime. Rétrospectivement, vous vous dites, quand on voit la déclaration de Jean-Luc Mélenchon sur le fait de parler de trahison, sur la non-livraison de ces bâtiments, si vous voulez, s'ils avaient été livrés, ils auraient participé aux frappes contre la population ukrainienne, ou alors ils auraient été coulés, puisque vous avez remarqué que l'Ukraine coule beaucoup de bâtiments russes. Rétrospectivement, est-ce que vous vous dites, vous qui êtes très proche de Jean-Luc Mélenchon, vous avez été son directeur de campagne, vous dites, là, il aurait mieux fait de se mettre un poids sur la bouche. Si vous voulez qu'on réponde à des questions rétrospectives, est-ce que la France a continué à livrer des armes à la Russie après ces déclarations-là que vous êtes en train d'évoquer? Mais c'est vous qui êtes notre invité. Ah oui, mais d'accord, mais vous voyez, à un moment, il faut chercher à avoir un petit peu de cohérence. Il y a beaucoup de gens qui, tant que les relations n'avaient pas été coupées entre la France et la Russie, considéraient qu'il y avait des contrats d'armement qui avaient été passés et qu'il fallait les honorer. Vous n'estimez pas que la déclaration de Jean-Luc Mélenchon était une erreur politique majeure qui aurait pu avoir des conséquences très graves? Je pense qu'elle correspondait à un contexte et qu'il y a eu un moment de rupture. Et ce moment de rupture, ça a été le déclenchement par Vladimir Poutine de la guerre en Ukraine. Et qu'à partir de ce moment-là, nous avons une condamnation très claire de cette agression inacceptable, de la violation du droit international. Et nous avons exprimé à plusieurs reprises notre devoir de solidarité avec la population ukrainienne. François Hollande n'a pas eu la bonne décision en annulant la vente de ces... Mais moi, je ne vais pas commenter, si vous voulez, des décisions de François Hollande d'il y a 10 ans.
Parce que si vous voulez, si vous le parler retrouvez au Parlement demain, vous pourrez peut-être évoquer le sujet avec. Ça, vous lui poserez la question. Vous lui poserez la question. Il a autre vous lui poserez la question à lui. Qui fâche le Hamas. Ça me fâche pas, hein, moi. Non, mais enfin, à vos questions. je me souviens, après le pogrom à caractère génocidaire du 7 octobre du Hamas, de vos contorsions. J'ai l'impression, si vous voulez, que vous étiez une personne qui était en train de faire du patinage. Donc, dans le patinage, il y a les figures imposées et après les figures... Et après, on parlera de vos contorsions aussi. La figure imposée qui était de dire le Hamas, c'est un mouvement terroriste. C'était d'une difficulté, là pour le coup, on vous sentait gêné. Et puis les figures libres sur le gouvernement Netanyahou est effroyable. Alors là, on voyait même physiquement que vous étiez... moi, j'ai eu précisément l'impression que vous faisiez exactement la symétrie inverse, vous voyez. Donc, si vous voulez, on peut discuter de ça aussi. Une question très concrète. Vous, de manière générale. Mais une question très concrète sur le Hamas. Je suis allé regarder le programme donc, du nouveau Front populaire sur le Hamas. C'est intéressant puisqu'il est reconnu qu'il y a eu, le 7 octobre, une attaque terroriste. Oui. Et donc, la logique derrière eût été de se dire, s'il y a une attaque terroriste qui a été conduite, le mouvement qui l'a conduite est un mouvement terroriste. Et pas du tout. J'ai découvert que vous et vos alliés, mais on me dit que... C'est très intéressant comme discussion. Ça va vraiment changer la vie des gens, je pense, qu'ils nous écoutent. Hein. Mais vous avez, écoutez, peut-être que ça vous gêne. Non, mais ça ne me gêne pas. Mais ce qui est important, ça ne me gêne pas, mais c'est d'avoir posé des questions et je vous réponds. Qui vous êtes. Et donc, vous qualifiez le Hamas de mouvement théocratique, ce qu'on peut dire d'Al-Qaïda, de Daesh, etc. Et pas de mouvement terroriste. Mais nous avons parlé de mouvement théocratique et nous avons parlé de massacre terroriste dans le programme que vous êtes en train de citer. Donc ne cherchez pas à essayer de faire croire qu'il y aurait quelque forme. Chaque fois que vous êtes pointé. Mais je ne suis pas pointé, monsieur. Pas vous personnellement. Je ne suis pas pointé, mais vous êtes en train. De votre mais il n'y a aucune ambiguïté. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que les attaques du 7 octobre sont des massacres terroristes qui sont horribles, qui sont ignobles et qu'il fallait condamner avec toutes ses forces, ce que j'ai fait et ce que je refais à cet instant. Voilà, maintenant vous pouvez, si vous voulez, essayer de venir discuter les mots, les phrases, mais est-ce qu'il y a une forme, est-ce que vous avez l'impression que je légitime, que je donne l'impression que ce n'est pas très grave ce qui s'est passé le 7 octobre quand je suis en train d'utiliser les mots et les expressions que j'utilise. C'est un peu l'impression que la France si vous avez cette impression, vous vous trompez, monsieur. Parce que ma condamnation, elle est totale. Voilà. Et ma condamnation, elle est totale. Maintenant, la question qui devrait nous être posée, parce que, pardonnez-moi, on est quand même en train de discuter de savoir qu'est-ce qu'on s'apprête à faire dans ce pays dans 15 jours si un gouvernement du Front populaire gouverne le pays. Quelque chose aussi, la façon dont vous regardez attendez, la question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire demain. Or, là, vous êtes en train de m'interroger sur la caractérisation des actes du 7 octobre. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que demain, la France doit faire beaucoup plus qu'elle ne fait aujourd'hui pour mettre un terme aux massacres qui sont en cours aujourd'hui à Gaza. En Ukraine. D'accord. Et en Ukraine aussi. Voilà. Mais en Ukraine aussi, mais on était passé à un autre sujet, monsieur. Il y a peut-être un sujet qui ne vous intéresse pas. Il y a peut-être que la question de l'Ukraine dont on peut parler. On peut aussi dire que ce qui se passe à Gaza est insupportable. On parlait de Gaza depuis 5 minutes et ça ne semblait pas vous convenir. À l'abrogation de la loi sur le séparatisme dans la République. Est-ce que je me trompe? Non mais attendez, enfin franchement, on peut d'abord... Mais c'est vrai ou pas? De quoi? Est-ce que vous êtes favorable à l'abrogation de la loi sur le séparatisme dans la République? Est-ce que vous êtes favorable à cette abrogation? Je suis favorable à l'abrogation de cette loi qui contient des dispositifs qui ont été dénoncés par de nombreuses associations de défense des droits de l'homme et qui est une loi qui me paraît non seulement inutile, qui, à mon avis, ne change strictement rien aux problèmes auxquels on peut être confronté en France, y compris à la question de la défense de la laïcité, qui est un sujet majeur pour moi. Mais en l'occurrence, la proposition qui est faite, franchement, n'apporte rien et met en cause, attaque un certain nombre de nos libertés fondamentales. Il n'y a pas que moi qui le dis, les grandes associations de défense des droits de l'homme dans notre pays le disent. Mais je trouve que vous êtes parti assez vite d'un sujet à un autre. Non, c'est tout à fait. Je pense que vous ne voulez pas le voir, ça vous gêne. Non, mais c'est pas que je ne veux pas le voir, monsieur, je veux bien tout voir, je réponds à votre question. Ça permet de savoir où se trouve votre centre de gravité. Qu'est-ce que c'est que la France insoumise? Et donc, quand je vois sur le Hamas ces espèces de circonvolutions... Mais il n'y a aucune circonvolution, monsieur, vous pouvez répéter 3 fois la même phrase. Vous dites qu'il y a des tas d'associations. Ben oui, et la défenseur des droits.
Mais sachez je sais pas, écoutez-les, c'est des organisations indépendantes. Ou alors c'est vous qui avez raison sur tout et tous les autres n'ont raison sur rien. Mais c'est un peu fatigant en fait la manière avec laquelle vous posez des questions. Que je vous fatigue Non, mais c'est parce que vous me posez pas vraiment des questions en fait. Vous me donnez votre avis en permanence. Et j'ai écouté tout à l'heure l'interview qui vient de se dérouler avec Bruno Le Maire. J'ai remarqué que le ton n'était pas du tout le même. Bon, mais parce qu'il répondait plus directement. Je réponds très directement à vos questions. Non, en fait. mais vous dites que c'est pas la bonne question sur la Russie. Pas le bon terrain. Je vous ai répondu. Vous me posez des questions sur les actes horribles et terroristes qui ont été commis par le Hamas le 7 octobre. Je vous ai répondu. Je vous ai dit ensuite ce que nous considérions que nous devions faire, nous la France, en soutien à la population ukrainienne. Ce que nous devrions faire, nous la France, pour mettre un terme au massacre en cours à Gaza. Ça me paraît très simple, très clair et très précis. Alors juste quand même une dernière question. Comment dirais-je, sur l'histoire de l'abrogation de la loi sur la séparation dans la République, vous citez donc un certain nombre d'associations. Je peux vous citer des spécialistes du salafisme de combat, de l'entrisme du salafisme, Frères musulmans ou d'autres associations. Et ces spécialistes-là, qui travaillent sur ces sujets depuis très longtemps, disent « cette loi est imparfaite, mais c'est un socle minimal pour donner à l'État des capacités à répondre à l'entrisme du salafisme. » Je ne le crois pas et vous ne le croyez pas. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a un risque pour la France, comme pour les Européens ? Et qu'est-ce que vous pourriez faire de mieux ? Un risque de quelle nature, monsieur ? Pardon ? Il y a un risque de quelle nature ? Il y a une réalité, à savoir qu'il y a des attentats. Bien évidemment, je crois que voilà. Et alors donc, dans la mesure où vous considérez que la loi sur le séparatisme, c'est pas bon, par rapport à d'autres formes d'attentats, d'attaques. Parce que vous pensez que la loi contre le séparatisme est la bonne manière de lutter contre les attentats ? Les spécialistes disent que c'est un socle minimal. Écoutez, je vous voulez des trucs. Mais qu'est-ce que vous proposez ? Si vous voulez qu'on se pose la question de savoir comment on lutte contre les attentats, puisque c'est ce que vous venez de me dire à cet instant. La pénétration de la société française par le salafisme. Ça, c'est deux choses différentes, monsieur. Vous venez d'évoquer la question des attentats. Je vous dis que si on veut lutter de manière encore plus efficace contre les risques d'attentats, et qui est effectivement, je pense, une préoccupation majeure pour les Françaises et les Français, je crois que la question qui nous est posée, c'est comment on renforce nos dispositifs de renseignement. Donc comment on fait en sorte à l'Assemblée nationale, par exemple, d'avoir des budgets supplémentaires et concentrés sur une police de renseignement, une police d'enquête. Voilà, ça me paraît une manière crédible de lutter contre les risques d'attentats. Davantage, à mon avis, que cette loi sur le séparatisme, et qui, à mon avis, n'a aucun rapport avec les attentats. Ça, c'est la fin des 15 minutes, mais peut-être simplement la fin de votre réponse, Manuel Bompard, sur la lutte contre l'entrisme de ces mouvements dans la société française. Mais la lutte, monsieur, c'est réaffirmer les principes de la laïcité, les principes de la laïcité à l'école, les principes de la laïcité dans la société de manière générale, et faire en sorte d'étendre la laïcité sur l'ensemble du territoire national. Voilà, ça, c'est des propositions qui sont dans notre programme. Et réaffirmer, vous voulez dire Je veux dire, réaffirmer, faire appliquer la loi de 1905, toute la loi de 1905, rien que la loi de 1905 en entier, comme nous l'avons toujours défendue. Pour la lutte contre l'entrisme. C'est une grande naïveté, visiblement. Vous ne connaissez pas suffisamment, je dirais, l'influence des différents mouvements salafistes. Mais qu'est-ce que vous dites ? Pourquoi vous dites ça, monsieur ? Enfin, votre propos est très sympathique, je veux dire, mais il est tout à fait inopérant par rapport à une réalité. C'est vous qui étiez en train de m'expliquer, monsieur, que la loi contre le séparatisme était la meilleure manière de lutter contre les attentats. Donc, personnellement, c'est plutôt votre propos que j'ai trouvé très naïf et inopérant. Vous voyez, mais chacun son point de vue. Bon. Eh bien, écoutez, je vous laisse entre les mains de ma consoeur Ruth Elkrief. À tout à l'heure. À bientôt. Pierre, c'est Ruth maintenant qui nous rejoint, Ruth Elkrief, pour les questions politiques et autres questions. 15 minutes aussi pour vous, Ruth, face à Bonsoir, Manuel Bompard. Alors, j'ai demandé à Bruno Le Maire tout à l'heure s'il était triste. Vous en souvenez peut-être ? Je vais vous demander à vous si vous êtes inquiet. Je suis préoccupé, bien sûr, préoccupé par la situation du pays, préoccupé par la possible victoire de l'extrême droite dans quelques semaines. Et bien évidemment que ça me préoccupe, mais je suis aussi déterminé, mobilisé, pour essayer de faire en sorte que ça ne soit pas le cas. Et je pense qu'en constituant, comme nous l'avons fait la semaine dernière, ce nouveau Front populaire, nous avons créé les conditions pour faire en sorte de pouvoir proposer un autre chemin pour le pays, qu'on ne soit pas condamné à choisir l'extrême droite au pouvoir et qu'il puisse y avoir une autre voie. Et cette voie, c'est un gouvernement du nouveau Front populaire. Je me disais que vous pourriez être inquiet parce que tous vos alliés refusent à cette heure-ci que Jean-Luc Mélenchon soit le Premier ministre du nouveau Front populaire. Mais vous avez écouté Jean-Luc Mélenchon ou pas ? Oui.
Je ne m'impose pas, mais je ne m'élimine pas. Bah voilà, et puis il a dit, comme chacun d'entre nous, c'est-à-dire que la première étape, c'est de remporter les élections. Et ensuite, il y a une question qui sera posée, c'est de faire en sorte effectivement de composer un gouvernement. Je parle gouvernement. de vous personnellement, qui êtes si proche de lui. Oui. Vous êtes déçu quand même. Mais déçu de quoi? Que ce soit pas lui qui soit en tête de Mais pont. c'est qui est en tête je sais aujourd'hui? Bah voilà, donc vous voyez bien que la question, en fait, comme disent pour l'instant, on n'y a pas répondu, en vérité. Donc, et je n'ai aucune raison d'être inquiet. Mais en tout cas, je suis plutôt, je ne vais pas dire rassuré, parce que la situation politique du pays est inquiétante, que je trouve que le président de la République a fait preuve d'une irresponsabilité totale en provoquant cette dissolution, ces élections quelques jours après. Je reviens, pardon, je reviens juste sur ce que vous avez dit. Revenez. Vous me dites ce soir, dans n'importe quel cas de figure, disons votre alliance, j'y reviendrai, remporter une majorité ou une majorité absolue, vous seriez le parti dominant à l'intérieur de cette majorité. Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Mais je ne suis pas en train de vous dire ça. Ah d'accord, alors voilà. Je n'ai pas du tout dit ça, je vous dis que cette question-là, et je dis la même chose par là même que ce qu'a dit Olivier Faure. Non, Olivier Faure, il dit qu'il veut un vote pour le faire. Il y a François Ruffin qui dit qu'il fait partie des gens possibles. Non mais s'il vous plaît. Il dit précisément la même chose que moi, c'est-à-dire que c'est... Attendez, s'il vous plaît, si vous voulez, ensuite on va discuter des modalités. Mais pour l'instant, on dit précisément tous la même chose, c'est-à-dire que on va pas vous dire qui c'est maintenant, en fait. Non, mais il y aura une manière de décider. Voilà, après il y a la manière de décider. Si vous arrivez à un moment où vous êtes majoritaire, vous pouvez arriver et dire finalement, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais non, mais c'est pas le sujet, pardonnez-moi. Hein. Ah oui. Le sujet pour les Français, c'est de savoir qu'est-ce qui peut changer dans leur vie. Et ensuite, ce que je peux vous dire, attendez, mais j'esquive pas votre question, c'est que oui, il y aura un gouvernement pour porter ce programme. Et qu'il me semble normal, et je rebondis par là même sur des déclarations qu'avait faites, y compris Olivier Faure il y a 10 jours, il me semble normal, dans toute coalition ça fonctionne comme ça, que s'il doit y avoir un Premier ministre, ce Premier ministre soit issu du groupe politique qui sera le plus nombreux dans la coalition. Ça me paraît être une évidence, ça fonctionne comme ça dans toutes les coalitions, et ça reste la position qui est la mienne. Pardon, Emmanuel Bompard, vous dites que ce n'est pas le sujet pour les Français, mais il y a 2 ans pour les législatives, les affiches de campagne, c'était « Élisez-moi Premier ministre ». Vous avez raison. Donc c'était un vrai sujet. Mais parce que ça l'est plus aujourd'hui. Mais... Non, mais attendez, je ne cherche pas... Vous avez raison, je ne vous donne pas tort. Parce que les élections législatives de 2022 avaient lieu quelques semaines après les élections présidentielles, et qu'il s'agissait, après la réélection d'Emmanuel Macron, d'identifier qu'il était possible d'avoir une majorité qui soit une majorité différente que celle d'Emmanuel Macron, et que d'un ce point de vue-là, la figure de Jean-Luc Mélenchon, qui avait fait 22% des voix à l'élection présidentielle, était un vecteur de mobilisation dans ces élections législatives. On est dans un contexte différent aujourd'hui, vous le reconnaîtrez. Parce qu'il y en a beaucoup à l'intérieur de votre alliance qui disent qu'il est trop clivant. Mais n'y revenons pas. Parlons de ce que vous allez faire. Mais moi, j'ai pas dit ça en tout cas. Ça, c'est sûr, j'ai bien compris. Je pense parce que pour quelqu'un qui a fait 22% des voix à l'élection présidentielle il y a 2 ans, si ça c'est trop clivant, moi ça me va. Ah bah voilà. Donc vous voyez bien que ce sera votre souhait, et comme ça vos alliés le savent. Maintenant, ils ont bien entendu. Interprétez comme vous voulez mes propos. Je crois qu'ils ont été très clairs au téléphone. Ne vous inquiétez pas. Tous ceux qui vous écoutent. Non, mais je vous ai dit très clairement les choses. Il n'y a pas de sujet. On discutera après les élections législatives. On fera une proposition. Et cette proposition, il me semble normal, comme dans toute coalition, qu'elle soit issue du groupe politique qui sera le groupe politique le plus nombreux. Mais les élections n'ont pas eu lieu. Ça ne vous a pas échappé. Donc il faut attendre les élections pour le savoir. Vous dites vous êtes content parce que vous avez fait ce nouveau Front populaire. Le titre peut être discuté, mais et que c'est une alliance qui va gouverner et redonner espoir aux Français. Excusez-moi, mais depuis qu'il a été constitué, tous les jours, il y a une bagarre. Tous les jours. Sur votre programme, il y a une socialiste, Valérie Rabault, qui dit qu'il coûtera 106 milliards, et il y a une autre, Aurélie Trouvé de chez vous, de LFI, qui dit ah ben non, c'est très insuffisant. Sur les retraites, Éric Coquerel dit on ira progressivement aux 60 ans. Olivier Faure dit attendez, il faudra voir l'état des finances. Vous voulez discuter d'une loi énergie-climat, vous parlez pas du nucléaire parce que vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Bref, si vous arriviez au pouvoir, en fait, vous serez d'accord sur rien. Alors, je veux dire par là, c'est une alliance, un cartel électoral. C'est pas une alternative de gouvernement. Allez, Ruth Krief, franchement, il y a 3 blocs politiques qui s'affrontent dans ces élections législatives. Il n'y en a qu'un seul qui a mis un programme sur la table, c'est nous. Donc, en l'occurrence, s'il y en a bien un bloc
qui est uni autour de propositions politiques communes, c'est nous. Hormis à ce que vous me disiez quel est le programme du Rassemblement national. C'est pas mon sujet, moi. Bah oui, mais moi c'est mon sujet. Moi je vous dis que donc, il y a un programme. Vous n'êtes pas d'accord. Vous avez signé un programme. Vous avez signé un bout de papier avec dans 150 une situation. mesures dans lesquelles on est d'accord sur l'ensemble de ces points-là. Voilà. Après, oui, bien sûr. Après, tous les jours, vous dites le contraire les uns des autres. Mais attendez, mais c'est une coalition. Et dans une coalition, personne n'a dit qu'on devenait identique. Donc on s'est mis d'accord sur 150 mesures qui, de notre point de vue, permettent dans les 15 premiers jours, puis ensuite dans les 100 premiers jours, puis ensuite plus loin, de pouvoir gouverner le pays dans la mandature qui vient. Et après, sur certains sujets, oui, on conserve nos différences. On n'est pas exactement pareil. Non, mais le chiffrage du programme, c'est pas n'importe quoi. Vous avez raison. Alors voilà. Eh bien, vous allez voir, vendredi, il y aura un chiffrage commun de ce programme qui va être publié. Il y a juste 100 milliards de différence entre la socialiste et la LFI. Mais pour l'instant, ce n'est pas le chiffrage commun. Chacun a donné son propre point de vue. Il y aura un chiffrage commun de notre programme. Vous inquiétez pas. On a un programme qu'on va défendre tous ensemble. On a un chiffrage qu'on va défendre tous ensemble. Et j'ai plutôt l'impression que dans les délais qui nous ont en quelque sorte été concédés par le président de la République, il me semble qu'on a fait plutôt vite. Alors qu'après, il y a encore parfois quelques petits sujets sur lesquels on a besoin de s'ajuster. Ça me paraît entre pas vous et François Hollande, par exemple. Mais ça me paraît pas complètement. Mais vous savez, faut être honnête, faut pas faire de la langue de bois. Donc oui, c'est vrai. On a eu 4 jours pour mettre en place ce programme. On a eu 4 jours pour désigner nos candidatures sur l'ensemble des circonscriptions du pays, parce que le président de la République nous a tous mis au pied du mur de nous regrouper. Et ensuite, on continue à avancer. Il y a la question du chiffrage. Il peut y avoir des sujets qui sont pas dans le programme. On les traitera. Vous inquiétez pas. Et quel est le problème à la fin de reparlementariser la vie politique? On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, par exemple, sur la question du nucléaire. C'est vrai. Moi, je suis pas d'accord avec le Parti communiste sur la question du nucléaire. Eh ben, il y aura un débat à l'Assemblée nationale. C'est ça aussi la démocratie. J'ai une autre question quand même, parce que je voudrais savoir si vous comptez gouverner la France, puisque vous vous y préparez, comme vous dirigez votre parti. Je veux dire par là, avec de l'autoritarisme et des purges. Alors, mais ça, c'est votre point de vue. Alors certains ont dit des purges staliniennes. Moi, je dis des purges trotskistes quand même, parce que je connais mon histoire. Oui, mais et puis quand vous interviewerez Bruno Le Maire, vous lui demanderez si le fait qu'il n'ait pas renouvelé l'investiture à Gilles Legendre, qui était le président du groupe macroniste, est une purge ou pas, hein? Ah ben pour vous, il y a 3. Gilles Legendre, il a peut-être dit. Mais est-ce que la France Insoumise est encore libre de ses investitures, Madame Rotel-Krief? Il y a 3 personnalités qui, parce qu'elles se sont... je ne sais pas, qu'est-ce qu'elles ont dit. C'est votre interprétation, non, en fait. Non, mais attendez. Et ils ont dit que le Hamas était terroriste et ils ont parlé avec des socialistes. Voilà leur péché. Donc je ne veux pas y revenir là-dessus. Je reviens pas là-dessus. Vous êtes en train d'y revenir. Non, mais... Donc je vous dis... Ce sont des personnalités qui ont osé dire, mais non, même pas quitter le parti, votre interprétation, même pas. Ils ont juste osé dire des choses. Si vous voulez décider à la place du comité électoral de la France Insoumise, des militants de la France Insoumise dans ces circonscriptions qui ont été sollicités, si vous voulez, faites-le. Mais la France Insoumise, elle fonctionne. Elle a un comité électoral qui accorde ses investitures. Dans ces investitures, la France Insoumise, elle a fait le choix d'ouvrir ses candidatures à des figures qui ne sont pas directement issues de notre formation politique. Et j'en suis très fier. Et oui, j'assume, madame, que dans ces investitures, la France Insoumise, elle a aussi dit que dans ses candidats, il y avait une obligation de cohérence et de loyauté. Et quand nous avons compris, et c'est pas seulement depuis quelques jours, mais non, je ne suis pas en train de dire ça, c'est les mots que vous utilisez. Je parle d'Alexis Corbière, de Raquel Garrido, mais moi, je n'ai aucun mot, madame, je n'ai aucun mot désobligeant ou désagréable vis-à-vis de qui que ce soit, c'est pas mon sujet. Je vous dis par contre qu'il me paraît normal qu'une formation politique, elle accorde ses investitures à des personnes qui s'engagent à siéger avec les autres députés de la France Insoumise, ou alors vous m'expliquez quel est le responsable d'organisation politique que vous allez interviewer et qui va vous dire qu'il trouve normal de donner son investiture sur les meilleures circonscriptions du pays à des gens qui s'apprêtent par exemple à rejoindre un autre groupe politique. Voilà. Donc vous les soupçonniez de trahison, quoi. Non, mais c'est pas de la trahison, mais c'est quand même normal que quand vous donniez vos investitures à des candidats, vous fassiez en sorte qu'à la fin ils restent dans le même groupe politique. Ça me paraît normal. Vous pouvez appeler ça purge si vous voulez, mais je crois que tout le monde fonctionne comme ça. Vous avez observé que les socialistes et les écologistes et d'autres étaient choqués. Bon. Oui, alors, mais moi je ne commande pas leur choix d'investiture et donc je leur demande de respecter les miens. D'ailleurs, vous avez investi contre eux des candidats qui sont accusés de communautarisme. Je vous donne un seul exemple. Amal Bentoussi, qui a dit « On ne peut pas reprocher à un croyant d'être homophobe si sa religion le lui commande ». C'est une fake news, madame. Elle a démenti, mais sa déclaration a existé. C'est une fake news, madame. Bon. Elle n'a jamais... Non, madame, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas attribuer à une personne des propos qu'elle n'a jamais tenus.
En l'occurrence, c'est ce que vous êtes en train de faire. Elle a fait un communiqué hier, elle a expliqué démenti les choses de manière très simple. Elle a dit qu'elle avait été, je suis désolé de rentrer dans ce type de détails, mais qu'elle était parmi les animateurs d'une page Facebook sur les réseaux sociaux et que ce n'est pas elle qui avait posté ce message et que dès qu'elle a découvert que ce message avait été posté, elle en a obtenu la suppression et elle a demandé des excuses à la personne qui l'avait déposé à sa place. Donc franchement, je vous le dis sincèrement, c'est pas correct de faire ça parce que vous jetez une personne en quelque sorte en pâture en lui attribuant des propos qu'elle n'a jamais tenus. Elle a fait un communiqué. Elle a dit à quel point son engagement, là, en l'occurrence, par exemple, contre l'homophobie, était complet et total. Et donc, elle est en accord avec le programme politique. On va vérifier, on est en train de vérifier. Vous pouvez le vérifier, vous allez voir un communiqué qui a été publié hier. Bon, c'est aussi parce qu'il y a un fondateur et porte-parole de Rouge Direct, qui est un mouvement LGBT, qui a dit qu'il était assez mal à l'aise, qu'il avait l'impression qu'au sein de LFI, on n'était pas très clair sur l'homophobie à cause d'une forme de communautarisme. Voilà, ça rejoint. Forcément, quand vous attribuez à des gens des propos qu'ils n'ont jamais tenus, ça ne m'étonne pas ensuite qu'il y a des gens qui trouvent qu'effectivement ça pose des problèmes. On efface, c'est comme ça. Oui, mais là, c'est pas très correct pour les gens. On efface comme ça, on ne répond pas. Alors, madame, attendez, ne dites pas ça, s'il vous plaît. Ne me dites pas on efface comme ça, on ne répond pas. Je ne vais pas répondre à quelque chose qui est faux. Vous en êtes d'accord? Sur l'immigration. Donc là, pardonnez-moi, c'est pas moi qui ne veux pas répondre à votre question, c'est vous qui dites quelque chose de faux et que vous attribuez à une personne des propos qu'elle n'a jamais tenus. Donc excusez-moi que je trouve ça pas super correct dans la cohérence de notre débat. On vérifie et puis on en fera part. Oui. Sur l'immigration, vous avez annoncé que vous vouliez abroger toutes les lois pour contrôler l'immigration. Vous voulez créer un statut de réfugié climatique. Non, pas toutes les lois. Ah si, vous avez toutes les lois. Terminez votre question. De contrôle. Jusqu'à quand? Et je sais pas, mais enfin les dernières. Voilà. Quoi, hein. Les dernières, on est d'accord. Est-ce que, quand vous voyez qu'il y a 31,5% de Français qui ont envoyé un message qui était de dire moins d'immigration, plus de sécurité, est-ce que vous avez l'impression que c'est la bonne réponse pour eux? Mais madame, la question c'est quelle réponse on y apporte? Et non, vous dites no border, c'est-à-dire on ouvre toutes les frontières. Non, madame, je n'ai jamais dit no border. Notre position politique n'a jamais été no border. Je dis qu'il faut changer de logique, qu'il faut en quelque sorte sortir de cette idée qu'en votant une loi de plus en plus répressive sur l'immigration tous les 18 mois, parce que c'est ce qui s'est passé à peu près dans ce pays depuis 50 ans, quel est le résultat ? Parce que moi, je peux vous prendre la logique dans l'autre sens, madame. Ça fait depuis 50 ans que tous les 18 mois, on vote une loi plus répressive et le Rassemblement national n'a jamais été aussi haut. C'est peut-être parce que les politiques qui ont mis en place ne sont pas les politiques à mettre en place. Donc je ne suis pas en train de vous dire no border. Je suis en train de vous dire d'abord qu'il faut s'attaquer aux causes des migrations parce qu'on part jamais de son pays par plaisir. Deuxièmement, qu'il faut garantir et créer les conditions d'un accueil juste. Pardon, qu'est-ce que vous voulez dire les causes qu'est-ce qui pousse les gens à partir? On ne part jamais par bonheur, par plaisir. Donc on a une Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, par exemple, qu'on met un terme aux accords de partenariat économique inégaux qui appauvrissent, qui poussent des gens à devoir partir de leur pays parce qu'ils n'arrivent pas tout simplement à pouvoir avoir une vie digne là-bas. Quel accord La question, avec quel pays? Par exemple, il y a des accords. Vous voulez un exemple très simple? Par exemple, il y a un accord de pêche qui est passé entre l'Union européenne et le Sénégal qui organise le pillage par l'Union européenne des ressources halieutiques au large des côtes sénégalaises. Je dis que ce type d'accord produit ensuite le fait que vous avez des gens qui n'arrivent tout simplement plus à pouvoir vivre et qui donc sont obligés de prendre des bateaux pour essayer de partir. Donc je dis qu'il faut s'attaquer à ça, s'attaquer à ces causes, et ensuite je dis qu'il faut organiser en France des voies sûres, légales, d'accueil pour des étrangers en France, parce qu'on en a besoin. Mais pourquoi vous avez voté du coup contre toutes les lois qui essayaient de faire des voies légales d'accueil? Non, madame, elles ne font pas ça, excusez-moi de vous le dire. Moi, j'assume par exemple de dire qu'il faut régulariser l'ensemble des travailleurs sans papier en France aujourd'hui. Parce que dans le projet de loi immigration à un moment donné sur les métiers en tension. Non, c'était que seulement sur les métiers en tension. Moi, je vous parle de la régularisation de l'ensemble des travailleurs sans papier pour une raison très simple, c'est que ce sont des gens qui travaillent, qui sont indispensables à la vie économique de la nation aujourd'hui. Ce sont des gens qui payent des cotisations sociales, ce sont des gens qui payent de la TVA et ce sont des gens qui ne peuvent pas profiter. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'OCDE le dit de manière très claire, sur les 10 dernières années, chaque année, l'immigration a rapporté 10 milliards d'euros à la France. Donc, j'assume de dire que par rapport à la proposition du Rassemblement national, je suis en désaccord complet et je combats cette proposition. Et je dis même qu'elle est hypocrite. Parce que la vérité, c'est qu'il y avait quelqu'un d'autre qui faisait comme M. Bardella dans les débats médiatiques de la campagne électorale, c'était Mme Meloni en Italie. Et Mme Meloni en Italie, une fois qu'elle est arrivée au pouvoir, elle a organisé la venue de 500 000 travailleurs
étrangers en Italie. Pourquoi? Sur 3 ans. La régularisation sur 3 ans, Oui, 450 000. d'accord. Donc Elle fait aussi son accord avec l'Albanie. Donc elle l'a fait, vous en avez Elle fait aussi son accord avec l'Albanie. Pardon, Pierre Servan, vous parlez de la loi séparatisme que vous voulez abroger. Est-ce que du coup vous abrogez aussi le décret qui interdit le port de l'abaya à l'école? Je crois que sur ce sujet, vous m'avez interrogé, vous m'avez dit tout à l'heure que nous étions une coalition, donc nous sommes effectivement une coalition, donc je ne veux pas me prononcer sur ce sujet à la place des autres, puisque ce sujet n'est pas dans notre programme, donc il n'est pas dans le programme. Moi, personnellement, j'ai dit à l'époque mon opposition à cette mesure, que je trouvais inutilement stigmatisante. Je reste sur cette position, mais je ne veux pas engager l'ensemble des composantes de notre rassemblement sur une décision qui serait prise une fois notre arrivée au pouvoir. Vous avez entendu le gong, merci Ruth. On a la précision, donc effectivement, cette députée, cette candidate indique que ses propos ont été tenus dans un collectif où elle se trouvait, si j'ai bien compris, mais elle dément les avoir tenus elle-même. D'une certaine manière. On prend acte. C'est sa parole. Tant mieux. C'est sa parole. Tant mieux. C'est sa parole. Tant mieux. Mais tant mieux, je suis d'accord. Tant mieux qu'elle reconnaisse. Parce que si ces mais propos elle était dans un endroit où on a prononcé ces mots-là. Et elle dit précisément dans ce communiqué qu'elle a demandé immédiatement à la personne qui les avait prononcés des excuses et de les retirer. Et vous avez raison. Attendez, Ruth Crème, ne nous battons pas. Vous avez raison, tant mieux. Parce que si ces propos avaient été tenus par une candidate, ça m'aurait posé un gros problème. La question, c'est les compromissions avec le communautarisme sur la place des femmes, sur l'homophobie, sur ces choses-là. Vous croyez, madame, c'est une question qui se pose à l'intérieur de votre famille. Vous croyez, madame, que c'est le communautarisme qui est aujourd'hui seul responsable de l'homophobie qui existe dans notre société? Vous savez, vous avez, pardonnez-moi de vous le dire, mais malheureusement l'homophobie est un fléau contre lequel on lutte depuis des années et des années dans ce pays et contre lequel on va continuer à lutter et essayer d'en rendre responsable comme vous êtes en train de le faire en quelque sorte les musulmans, parce que c'est ce que vous êtes en train d'essayer de faire croire. Je trouve ça particulièrement abject. Non, pas de sous-entendu, pas de sous-entendu. Les questions sont posées. Je réponds de manière très claire. Oui, vous répondez, mais s'il y a une chose à dire, elle est dite. Vous voyez, elles ont été dites avec rien. C'était un échange franchement à merci Emmanuel. Je ne suis pas d'accord pour essayer de faire croire que ce serait le communautarisme qui serait responsable aujourd'hui des problèmes d'homophobie dans notre pays. Il faut lutter contre l'homophobie. Il n'est en rien responsable, il n'est pas responsable de tout, mais il n'est en rien responsable. De manière générale, les religions ont sans doute une part de responsabilité dans l'homophobie, j'en suis d'accord avec vous. Alors je précise que je ne l'ai pas dit. C'est comme c'est comme la députée, elle a dit qu'elle n'a pas dit. Alors vous ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si vous l'avez pas dit, c'est super. Voilà. Et au moins on va tous continuer à lutter contre l'homophobie parce qu'effectivement c'est une bataille et un sujet sur lequel il faut continuer à être mobilisé. Merci Emmanuel.